Bonjour à tous, est-ce que tout le monde m'entend? Jean-Christophe, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Très bien. Bon, bah, très bien. Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour mesdames et messieurs. Merci pour votre participation. Donc, nous sommes aujourd'hui réunis pour un webinaire spécifique sur votre domaine d'activité, l'hôtellerie et la restauration, plus particulièrement donc sur les méthodes et techniques de nettoyage et de désinfection. Donc, on va attendre encore quelques minutes si vous le voulez bien pour laisser entrer encore quelques participants. On voit que les connexions sont en train de monter. On va attendre une minute si vous voulez bien et puis on lancera notre présentation et nos échanges. Mais j'attends encore 30 secondes et on démarre. Voilà. Bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur cet espace donc pour notre webinaire hôtellerie-restauration, les techniques de nettoyage et de désinfection spécifiques Covid-19 dans cette période que nous vivons donc depuis maintenant un peu plus d'un an. Alors, quelques points techniques. Tout d'abord, donc en haut à droite, vous devez avoir un petit onglet chat participant qui vous permettra de poser questions au fil de la présentation qui va durer environ 45 minutes. Puis, nous aurons une séance de questions à la fin, pour les questions un petit peu techniques, expertes. Et puis, bien entendu, il y a des questions auxquelles on pourra répondre au cours de la présentation par le chat. Voilà. Je suis accompagné aujourd'hui donc de Jean-Christophe Solari, qui est contrôleur de sécurité à la CARSA du Sud-Est, qui est mon copilote sur l'activité hôtellerie-restauration et plus particulièrement donc référent restauration. Nous avons aussi en participant donc une autre collègue, Isabelle Lacassagne, qui est contrôleur de sécurité également à la CARSA du Sud-Est et tout particulièrement au laboratoire interrégional de chimie basé à Marseille et donc qui nous sera d'un précieux support lors des questions tout au cours de cette présentation. Nous avons construit cette présentation ensemble, tous les trois. Voilà. Et donc moi-même, Jean-Denis Clary, ingénieur conseil à la CARSAT du Sud-Est, pilote de l'action hôtellerie depuis quelques années et référent hôtellerie. Alors, dans un premier temps, nous allons rappeler un petit peu le contexte. Nous allons effectivement développer dans ce sommaire et dans ce webinaire plusieurs sujets que vous voyez apparaître à l'écran. On va revenir un petit peu de manière globale sur les virus et sur le SARS-CoV-2 et puis passer assez rapidement après sur les techniques de nettoyage et désinfection, celles qui marchent et puis celles qui, pour nous, nous semblent être inadaptées à votre activité. Aborder au cours de ce webinaire des éléments techniques simples pour vous aider dans vos choix de méthodes de nettoyage et éventuellement la désinfection qui pourrait être les types d'activités, donc dans toutes les missions que vous avez à faire en hôtellerie et restauration. Alors un premier point sur les virus. Et tout d'abord, ça va être à vous de jouer, comme je l'ai mis là. On va faire, vous allez avoir en haut à droite
un sondage, l'accès à un sondage qui va vous permettre de répondre donc à une question. Voilà, donc une collègue va ouvrir les votes. Donc pour répondre à différentes questions, à ces 3 questions qui se posent à l'écran, est-ce qu'un virus est une cellule vivante? Est-ce qu'un virus prolifère seul? Et est-ce qu'un virus peut traverser la peau? Donc, je ne sais pas, Hélène, si tu as ouvert les votes. Hélène, veux-tu que j'ouvre les votes ou... C'est en haut à droite. C'est lancé. Les participants répondent. Nous allons bientôt Ok. avoir leurs résultats. Ah, je n'avais pas vu. Je ne voyais pas les résultats. Voilà. La partie sondage. Alors, nous avons effectivement plusieurs réponses qui ont été affichées. Alors, plusieurs réponses ont été affichées. Effectivement, pour l'instant, un virus peut traverser la peau. 55% ont répondu vrai, 45% ont répondu faux. Un virus prolifère seul, vous êtes 33% de l'assistance à dire que c'est vrai et 67% à dire que c'est faux. Et un virus est une cellule vivante, 86% à dire que c'est vrai et 14% à dire que c'est faux. Alors, il y a des votes très marqués et on va voir que certains sont tout à fait justes et d'autres, effectivement, le sont malheureusement beaucoup moins. Je pense qu'on va pouvoir... je pense que je ne vois pas s'il y a encore des réponses qui s'affichent petit à petit. Je pense qu'on va pouvoir passer au résultat du sondage. Alors, est-ce que à la première question, vous aviez répondu le virus est une cellule vivante 86% ont répondu que c'était vrai. Eh bien, malheureusement, non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas une cellule vivante. C'est une particule biologique qui n'a aucune interaction avec le milieu extérieur, qui n'a aucune activité énergétique. Le virus, ensuite, est-ce qu'il prolifère seul ou pas? Vous avez été 67% à dire que c'était faux. Eh bien, effectivement, oui, c'est faux. Hein, un virus ne peut pas proliférer tout seul. Hein, sa durée de vie est très limitée dans l'environnement extérieur, de quelques heures à plusieurs jours. Mais on reviendra après sur ces notions et sur les doses infectantes. Et puis, un virus peut-il traverser la peau? Alors là aussi, là c'était beaucoup plus mitigé, 55% vrai, 45% faux dans les votants. Eh bien non, il ne peut pas, il est impossible, il lui est incapable de se reproduire seul dans l'environnement, on l'a vu, mais il ne peut pas traverser la peau et il ne peut se répliquer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. On va passer, voilà. Donc effectivement, vous voyez donc un virus, donc pour synthétiser, n'est pas une cellule vivante. Il ne peut pas proliférer seul. Hein, il a une durée de vie très limitée dans l'environnement extérieur. Il ne peut se répliquer qu'à l'intérieur d'une cellule vivante. Hein. Il est incapable de se reproduire seul dans l'environnement et il va avoir une durée de vie entre quelques heures à quelques jours sur certains types de surfaces. Hein. Mais au bout de 24 heures, il aura déjà perdu 90% des cellules de virus auront disparu. Hein. Les 90% de ces particules auront disparu au bout de 24 heures. Voilà, donc je vous ai affiché
les résultats. Donc là, tout était faux. Alors, on va passer maintenant à des précisions un petit peu ou des spécificités du SARS-CoV-2, hein, qui nous envahit la vie depuis quelques temps maintenant. Et je vais laisser la parole pour ce faire à mon collègue, à Jean-Christophe. Oui, alors effectivement, bonjour mesdames et messieurs. Donc après avoir parlé, enfin Jean-Denis vous a présenté ce que c'est un virus et quelles sont les caractéristiques d'un virus. On va rentrer dans le détail du virus qui s'appelle le SARS-CoV-2, autrement dit la COVID-19. Alors c'est un virus respiratoire qui se transmet principalement par inhalation de gouttelettes expulsées par le nez ou la bouche d'une personne infectée lorsqu'elle tousse, éternue ou parle. C'est un virus qui est dit virus enveloppé, c'est-à-dire qu'il est entouré d'une paroi composée essentiellement de lipides, ce qui veut dire qu'il sera particulièrement sensible aux savons et produits lessiviels en général. Donc cette phrase qui est marquée en gras a son importance pour la suite de la présentation concernant les opérations de nettoyage et de désinfection. C'est un virus, certes, mais il va être infectant selon la dose, ce qu'on appelle la dose infectante, qui à ce jour est toujours inconnue. La dose infectante, c'est la quantité de virus pouvant entraîner une maladie chez une personne. Toutefois, on estime qu'il est possible de se contaminer en touchant des surfaces fraîchement contaminées. Alors, le virus ne traverse pas la peau, Jean-Denis vient de le dire. Donc, si on touche une surface et qu'on on porte la main au nez ou à la bouche, on peut se contaminer de cette façon-là. Voilà. Donc, la dose infectante est à ce jour toujours inconnue. Le SARS-CoV-2 a une durée de survie limitée dans le temps. Quelques heures sur des surfaces sèches ou quelques jours sur des surfaces humides. Donc ça rejoint les caractéristiques concernant les virus que Jean-Denis a présenté. Il est capable de rester actif dans l'air un certain temps, mais comme toute particule, il finit par se déposer sur des surfaces. Il se multiplie pas dans l'environnement, mais effectivement, il peut persister quelques heures, c'est-à-dire de quelques heures à 6 jours, en fonction du type de support, de l'humidité, de la température et de la charge virale initiale. Ce qu'on peut rajouter, c'est qu'à température et humidité moyenne, la quantité de virus viable diminue de 90% ou plus dans les 24 premières heures de la présence du virus. Voilà. Et également, ce que je peux rajouter, c'est qu'il reste plus actif à température basse et forte hygrométrie. Les modes de transmission, donc là nous sommes à la diapo 14, ok. Quels sont les modes de transmission? Alors comme précédemment, un sondage, ça sera le second et du coup le dernier. Pour voir un peu, selon vous, quelles sont les différentes voies de transmission de ce virus. Donc là, vous avez cette fois-ci 4 questions qui vous sont posées, à laquelle on va vous demander, de répondre également et puis après on analysera, vos réponses. Alors les questions, c'est, est-ce que ça se transmet par les postillons respirés, en touchant une surface contaminée et en portant ses mains au nez?
Autre question, je suis vacciné, je ne crains rien, oui ou non? Je suis vacciné, je ne transmets pas, oui ou non? Alors, Dans le à quel sondage, il y a, endroit? dans À le quel endroit? sondage, oui, C'est pardon, où? Jean-Christophe. Voilà, c'est en cours. Alors, moi, je ne vois pas les réponses pour l'instant. Je ne les vois pas évoluer. Alors, à la question, le virus se transmet en touchant une surface contaminée. Vous avez répondu pour 65%. Oui, c'est vrai. À la question, je me fais vacciner, je suis vacciné, je ne crains rien. C'est faux à 100%. Je suis vacciné, je ne transmets pas le virus. À 94%, vous avez dit que c'est faux. Et il manque la question par les positions respirées. Bon, je ne la vois pas. C'est pas bien grave. On va passer. Alors, donc par les postillons respirés, oui, effectivement, ça a été évoqué à l'instant. Hein, c'est une émission de particules, c'est une émission directe, quoi. Voilà, donc la voie directe, c'est l'émission de particules virales par une personne infectée située à moins d'1 mètre d'une autre personne. La voie indirecte, effectivement, c'est quand on touche une surface infectée et qu'on porte sa main à la bouche, aux yeux ou au nez. Donc là, on a les mains sales qui ont été porteuses de sécrétions de sécrétions infectées, pardon, après avoir touché, que ça soit un plan de travail ou le plan de travail de la réception de l'hôtel. Et effectivement, la vaccination ne dispense pas des gestes barrières tant que les connaissances sur la transmission ne sont pas consolidées. Alors, la vaccination, va protéger la personne, mais en fait, la personne, elle peut déclarer la maladie, mais de façon beaucoup moins grave. Et inversement, elle peut, la transmettre, mais de façon moins importante. Voilà, donc le vaccin ne protège pas complètement. Il n'y a pas eu assez d'études à ce sujet. Voilà, donc les réponses, vous les voyez affichées là. Effectivement, les postillons peuvent le transmettre si la personne se trouve à moins d'1 mètre. On peut se contaminer en touchant la surface et portant la main. Et effectivement, c'est faux. Quand on est vacciné, on crée encore. Et quand on est vacciné, on peut transmettre. Voilà. Je vais de nouveau laisser la parole à Jean-Denis qui va aborder les dispositifs de nettoyage et désinfection. Alors effectivement, maintenant, on va aborder un petit peu le nettoyage et la désinfection. Donc, dans un premier temps, on va aborder les différences entre le nettoyage et la désinfection. Alors, dans le nettoyage, ce qui est important de souligner, c'est que ce sont les tensioactifs qui éliminent les matières grasses. Alors, qu'est-ce que c'est que ce mot bizarre? C'est en fait, les tensioactifs, ce sont des éléments qui se retrouvent à l'intérieur des produits de nettoyage que vous avez, dans tous les produits lessiviels, hein, les détergents, les dégraissants, les détachants, les lessives, les produits pour la vaisselle, hein, que vous utilisez habituellement, contiennent tous des tensioactifs. Ces tensioactifs, en fait, quelle va être leur utilité? C'est qu'ils vont éliminer les matières grasses. Et comme on l'a précisé en début de cette présentation, l'enveloppe extérieure du virus est constituée essentiellement de lipides, donc de matières grasses. Et ces tensioactifs vont donc inactiver le Covid en détruisant cette enveloppe lipidique autour du virus. Hein. Voilà. Ce qu'on peut préciser, donc, c'est que vous aurez aussi des préconisations spécifiques dans une brochure de l'INRS qu'on a notée ici, que vous allez pouvoir télécharger. Elle est
elle est dans les documents téléchargeables en haut à droite de ce webinaire. Vous aurez plusieurs types de documents de l'INRS qui vous donneront des indications aussi sur des préconisations spécifiques et notamment donc pour ce que je suis en train de dire sur le nettoyage. Vous aurez aussi des pages spécifiques Covid-19 sur l'INRS pour préciser pas mal de points plus complets pour aller plus loin par rapport à tout ce qu'on va vous donner comme information aujourd'hui. En termes de désinfection, là, c'est différent. Ça peut venir en supplément du nettoyage. Pourquoi? Parce que dans la plupart des cas, la saleté bloque l'effet de la plupart des produits biocides. Donc, on ne peut pas utiliser un désinfectant, dans la plupart des cas, seul. Voilà. Ça, ce sont des choses qu'il faudra regarder aussi sur les étiquettes en fait, des différents produits et discuter avec vos fournisseurs pour voir en fait les caractéristiques de saleté et de propreté qui sont notées sur le produit pour avoir cette activation possible du désinfectant. Il y a des produits qui sont 2 en 1, qui sont nettoyants et désinfectants. Donc, c'est ces points-là qu'il faut bien discuter et s'en assurer en fait en amont quand vous achetez les produits. Et ne pas se dire je désinfecte, donc c'est bon, j'ai nettoyé, j'ai désinfecté, il n'y a plus rien. Non. Bien prendre en compte donc ce point-là, c'est que dans la plupart des cas, la saleté va avoir un effet bloquant. Donc il faut nettoyer et ensuite désinfecter. Alors, on peut partir sur un principe simple. Un désinfectant peut être utilisé souvent, alors c'est ce qu'on utilise dans les métiers du soin, dans les hôpitaux, etc. Mais aussi dans vos métiers, dans les métiers de l'hôtellerie-restauration, dans les zones où il y a une forte affluence. On peut imaginer ça donc, dans les parties salles, dans la salle d'un restaurant, sur la banque d'accueil d'un hall d'hôtel, qui va être fortement touché par les clients. Donc, il y a des risques de contamination des surfaces qui est augmenté par cette affluence. Donc, c'est le cas typique où une désinfection est utile ou sera utile. Les produits des désinfectants doivent tous répondre à une norme qui est la norme NFEN 14476. Ce numéro de norme est inscrit sur le flacon du produit. Donc, si vous ne trouvez pas cette indication sur le produit des désinfectants, c'est qu'il ne l'est pas pour ce que vous voulez en faire. C'est qu'il n'est pas désinfectant et il ne va pas pouvoir désinfecter et éliminer les virus. Un autre point qui est très important, c'est de s'assurer des conditions d'efficacité. Donc, on en a un petit peu parlé déjà tout à l'heure à propos des conditions saleté, propreté, dans quel cas je peux l'utiliser ou pas. Est-ce que c'est un produit qui est 2 en 1 ou pas? Et ce que j'ai mis en rouge et ce qu'on a mis en rouge, là, c'est le temps d'activation nécessaire. Pourquoi? Parce que certains produits, certaines substances contenues dans les désinfectants ont des temps d'activation très différents. Exemple, l'alcool, qui va pouvoir être utilisé dans certains produits, a un temps d'activation qui est de 10 à 30 secondes. L'eau oxygénée, qui fonctionne aussi, va avoir un temps de 1 minute. Et d'autres produits, c'est pour ça qu'il faut bien lire ces étiquettes, vont avoir des temps d'activation beaucoup plus longs, de 10 à 15 minutes. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout dans la même chose. Et donc, si on passe un produit des désinfectants sur la banque d'accueil, à une période où il y a une forte affluence, pendant 10 à 15 minutes, le produit n'est pas actif. Donc, on va penser qu'on désinfecte, mais non. Donc, ce qu'il est intéressant de faire, c'est pendant les périodes en fait, où il y a peu de clients, on passe ce produit de désinfectant. On a le temps du coup d'avoir ce temps d'activation qui est variable entre 1 minute à 15 minutes selon les produits. Et là, on sait que le produit va avoir le temps d'agir. Dans les périodes où il y a une forte affluence, le matin par exemple ou le soir au check-in et au check-out, on peut passer fréquemment entre les clients une pulvérisation de solutions hydroalcooliques va fonctionner très bien sur la banque d'accueil. En système de nettoyage. Vous allez nettoyer, on va éliminer une certaine partie déjà par les effets des tensioactifs contenus dans la solution. Et puis dans les périodes où vous avez plus de temps, vous pouvez passer le désinfectant supplémentaire.
Hop là, excusez-moi, j'ai cliqué 2 fois. Quelles caractéristiques des désinfectants? Alors, certaines substances qui sont notées là, voilà, les hypochlorites de sodium, c'est ce qu'on retrouve dans l'eau de Javel, hein, avec 0% de chlore actif, du peroxygène, c'est de l'eau oxygénée à 0,5%, l'éthanol, donc tous les alcools à 70% vont fonctionner, l'alcool ménager va fonctionner. Hein. On rappelle donc effectivement l'importance de la norme NFEN 14476 et le temps d'action du produit à vérifier pour être sûr d'avoir une efficacité. Autre point très important aussi, et qui n'est pas toujours bien précisé par les fournisseurs, un produit va être virucide s'il permet une diminution de 99,99% du virus. Et cette nuance est particulièrement importante, parce que souvent on voit sur les produits, oh bah 99%, bah c'est bon, c'est super. Non, sauf que effectivement, 99,9%, ça paraît minime par rapport à 99,99%. Sauf que ça fait 10 fois moins efficace. Et 99%, c'est 100 fois moins efficace. Pourquoi? Ben, une surface, on a mis un exemple, hein, une surface qui va avoir 10 000 virus dessus, ce qui pourrait être le cas sur une banque d'accueil, sur une table de restaurant. Une efficacité à 99%, il va rester 100 virus sur la table après l'opération de nettoyage ou désinfection. Et puis à 99,9%, il en restera encore 10. À 99,99, il en reste qu'un. Et là, vous voyez que c'est complètement différent. Et même si on ne connaît pas encore la dose minimale infectante, il vaut quand même mieux laisser qu'un virus que 100. Voilà. Donc, certains fournisseurs ne précisent pas suffisamment ce point-là, hein, et peuvent avoir aussi masqué en fait cette information, alors qu'elle est particulièrement importante aussi. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est qu'attention, un produit qui est virucide n'est pas forcément bactéricide. Et inversement, un bactéricide ne va pas forcément être virucide. Une bactérie, un microbe, un virus, toutes ces petites bébêtes sont très différentes les unes des autres. Et donc, un produit qui marche sur les virus ne va pas forcément marcher sur une bactérie, et un produit qui marche sur une bactérie ne marchera pas forcément sur un virus. Donc ça, c'est généralement bien précisé sur les produits. Produit bactéricide, voilà, et un pourcentage. Attention, s'il n'est pas virucide, il ne marchera pas sur notre fameux Covid, sur notre fameux SARS-CoV-2. On va maintenant passer, donc après ces quelques rappels sur les virus, leur mode d'action et les désinfectants, aux différentes techniques que l'on peut vous proposer, qui existent sur le marché, avec nos commentaires sur leur efficacité. Et je redonne donc la parole à Jean-Christophe. Oui, alors effectivement, sur le marché, on trouve des produits, je dirais très classiques, hein, qui sont les produits lessiviels. Les produits lessiviels, couramment rencontrés sont efficaces. Pourquoi? Parce qu'ils ont la capacité, par leur effet tensioactif, de, heu, de détruire l'enveloppe, du virus, puisque c'est un virus enveloppé, comme ça a été dit au début, hein, constitué essentiellement de lipides. Donc, en 30 secondes seulement, le virus est inactivé par, les tensioactifs présents dans tous les produits de nettoyage classiques, tels que les savons, les dégraissants, les détergents, les détachants, les lessives, les produits vaisselle. Voilà, donc autrement dit, en se lavant les mains, de façon correcte et le temps suffisant avec un savon, ça suffit pour se, désinfecter, les mains. Et de la même façon, en nettoyant les supports avec un produit, classique, ça suffit pour nettoyer une table ou un comptoir, de bar. D'autant plus que, quand il y a effectivement beaucoup de monde dans un restaurant, et notamment, à l'endroit où on doit payer, il y a beaucoup de personnes qui touchent le plan de travail, qui touchent aussi, finalement, l'appareil pour payer, quand il y a pas le sans contact.
Et donc, il n'y a pas le temps nécessaire de laisser le produit désinfectant de faire son action, puisque ça a été dit précédemment, c'est entre 5 et 15 minutes la durée d'activation. Donc, le plus simple et le plus rassurant finalement, c'est d'utiliser des produits lessivels classiques pour nettoyer les surfaces entre les passages des différents clients. Voilà, hein, donc là, on insiste bien, les produits lessivels classiques couramment rencontrés sur le marché, que nous avons tous chez nous, fonctionnent très bien pour inactiver très facilement le virus. Ensuite, je vais vous présenter maintenant les nettoyeurs vapeur sèche qui peuvent être utilisés. Alors, pour qu'ils puissent être utilisés, il faut que ça soit des appareils qui répondent à la norme NFT 7210, qui garantit effectivement une efficacité virucide contre ce virus Covid-19 et qui en même temps ne va pas permettre une remise en suspension des particules. Voilà, donc si vous faites l'acquisition d'un nettoyeur vapeur et il y a des fabricants qui en proposent, je vais vous en citer 2. C'est Vapodil et puis, du coup, Jean-Denis, le second, j'ai oublié. Voilà, mais il y en a au moins 3 sur le marché qui proposent des appareils qui répondent à cette norme NFT 7210. Oui, on peut citer Technovap Boma, en fait, aussi. Merci Jean-Denis. Voilà, effectivement. Donc, ce qui est important, c'est de vérifier la conformité à cette norme virucide. Alors, excusez-moi, un petit problème de clic. Voilà, c'est bon. Voilà, donc ce qui est à retenir concernant ces appareils-là, c'est que le pouvoir virucide est lié à plusieurs critères. La température à la sortie de la buse, la distance à laquelle je me positionne par rapport à la surface à traiter et la durée d'application. Ça, c'est très important parce que si, je dirais, ce triptyque de facteurs ne sont pas respectés, l'effet voulu ne sera pas présent. Il faut faire attention aux surfaces fragiles, donc veiller à ne pas endommager les surfaces fragiles, être à 2-3 centimètres maximum. Il faut savoir qu'au-delà d'une certaine distance, par exemple, au-delà de 8 centimètres, la température, elle tombe à 63 degrés. Et donc l'effet virucide n'est plus là. Donc le fournisseur doit pouvoir communiquer le certificat d'efficacité virucide qui a été délivré par le laboratoire accrédité. Et il doit pouvoir aussi préciser les conditions d'utilisation du générateur de vapeur que vous auriez acheté, à savoir la distance, la vitesse d'application, la température, la durée, et ce, en fonction des différents accessoires utilisés, puisque de façon traditionnelle, ces équipements sont fournis avec différents ustensiles permettant d'atteindre différentes hauteurs à traiter, que ce soit des parties hautes de faïence dans la salle de bain ou des parties hautes de murs dans la chambre ou alors des parties hautes de miroirs. Je dirais, ce sont des choses que l'on rencontre de façon classique dans les chambres d'hôtel. Alors, là, cette diapo, elle est là pour vous dire: attention, les défroisseurs qui sont proposés dans l'hôtellerie, en tout cas certains hôtels, ne permettent pas de faire ce que je viens de décrire et de tuer les virus, hein. Ce n'est pas, ce n'est pas un appareil qui répond à la norme, loin de là. Et bien au contraire, il peut, vu le large spectre de son jet d'émission, il peut en plus remettre en suspension des particules.
Voilà, aucune efficacité biocide a été démontrée à ce jour concernant ces appareils-là. Bien, voilà, je vais maintenant redonner la parole à Jean-Denis qui va vous parler de l'ozone. Merci Jean-Christophe et merci aussi à l'ensemble des participants. Je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont posées dans le chat, des questions très pertinentes, des réponses commencent à y être aussi apportées. Donc voilà, n'hésitez pas à continuer à nous envoyer vos questions. Et oui, et donc dans les questions, et pour repréciser ce que disait Jean-Christophe avant, effectivement, il y a une des questions qui parlait de la remise en suspension oui, donc c'est pour ça que les conditions d'utilisation des nettoyeurs vapeur doivent être bien précisées, hein, et donc essayer d'être au plus proche de la surface. Et bien en projection de vapeur, quand on parle d'utilisation de nettoyeurs vapeur, on parle bien de vapeur, hein, on n'est pas sur du nettoyage haute pression, hein. Alors, ce n'est pas une question qui est sortie là dans les questions du chat, mais j'avais eu cette question-là, moi, dans un état. Et oui, donc bien faire attention effectivement à la remise en suspension. Alors, effectivement, on passe à la suite. Donc, l'ozone gazeux. Alors, en théorie, ce système qui utilise, enfin, le système qui utilise ce dispositif, hein, l'ozone est constitué par des atomes d'oxygène. Hein, donc, l'ozone, il est présent dans l'atmosphère. Il peut être, on le sait, protecteur à haute altitude. Hein. Mais là, il a aussi, dans notre cas présent, là, il peut être aussi capable de détruire des virus. Hein. Des essais ont été concluants en milieu liquide. C'est pour ça qu'on peut affirmer ça. Cependant, et c'est pour ça qu'on le met en rouge, aucune étude sur son efficacité virucide n'a été conclue, n'a conclu sur une efficacité possible sur les virus lorsqu'il était mis dans une pièce. Donc, pulvériser de l'ozone par différents moyens dans une pièce pour décontaminer des surfaces, aujourd'hui, aucune étude nous permet d'affirmer ce type de résultat. De plus, comme je le disais, si l'ozone est protecteur à des hautes altitudes, il peut être aussi polluant dans des couches beaucoup plus basses, et on le sait, on a souvent maintenant dans les bulletins météo, attention, dans les prochains jours, pollution à l'ozone, oui. Hein. C'est les concentrations aussi qui pourraient être efficaces, sont des concentrations qui sont dangereuses pour la santé humaine. Hein. Et c'est des concentrations, et ces particules d'ozone gazeux vont être agressives pour nos voies respiratoires, pour les yeux, pour le nez et la gorge. Donc voilà, c'est des substances qui, en théorie, peuvent être efficaces, pas d'efficacité prouvée en pulvérisation, et qui, plus est, peuvent être dangereuses pour la santé humaine. Donc, ce n'est pas un système que nous préconisons dans notre réseau pour les raisons qu'on vient de vous évoquer. Il y a une étude, une publication de l'International Ozone Association à l'été 2020 qui a conclu à aucune assurance d'efficacité prouvée à ce jour. Aucune étude conclue. Un autre système qui peut être intéressant, que vous utilisez peut-être, hein, c'est l'eau ozonée. Alors, elle fonctionne si la pulvérisation elle est faite directement après la préparation. Donc, un des intérêts, bien évidemment, c'est qu'il n'y a pas de produit chimique. Hein. Cependant, le produit, voilà, il n'est pas stable. Hein, c'est pour ça qu'il doit être pulvérisé directement. On n'a aucune donnée de stabilité sur le taux d'ozone en fonction de la durée et du mode de stockage. Alors, certains fournisseurs affichent des garanties de quelques heures, voire d'une journée, mais nous, on n'a pas confirmation, on n'a pas de test confirmé à ce jour, donc on a demandé des tests supplémentaires aux fournisseurs qui proposent ce type de matériel. Et puis, quelle mesure aussi de la concentration, comment, qu'est-ce qui est proposé, on n'a rien non plus sur ces éléments-là. Voilà, donc ça peut être un produit qui paraît intéressant, mais qui n'est pas si simple à utiliser et qui est quand même très technique. Donc, ce n'est pas non plus, au vu des produits qui existent déjà et qui sont beaucoup plus simples, ce n'est pas un produit que nous conseillons
non plus. C'est souvent, en plus, tous les produits qu'on va vous présenter là sont souvent des produits qui sont particulièrement coûteux. Et certains établissements ont dépensé des dizaines de milliers d'euros dans des dispositifs qui paraissent effectivement modernes, jolis, qui semblent présenter toutes les données d'efficacité, mais qui ne le sont pas. Les UV. Alors, les UVC, oui, ceux-là, ils sont efficaces. Il y a des études qui ont été faites sur le SARS-CoV-1, donc un précédent du CoV-2, mais qui est relativement similaire. Oui, c'est efficace, mais avec des caractéristiques d'utilisation particulières aussi et bien précises. Donc, il faut qu'il soit appliqué à une certaine distance, une certaine longueur d'onde, une certaine puissance. Donc, vous voyez des caractéristiques techniques et d'utilisation, d'application très particulières. Pour la désinfection des surfaces, il y a une norme. Vous voyez qu'on a abordé pas mal ce sujet-là, beaucoup de normes. Alors, même s'ils sont efficaces, les UV, et qui plus est les UVC, sont extrêmement dangereux pour l'être humain. Donc, ils doivent être utilisés en dehors de toute présence humaine. Attention aussi à la réverbération des UV, exemple sur des surfaces en inox, je pense particulièrement à des cuisines, ou avec une exposition indirecte qui est dangereuse. Le verre et le plexiglas, passer une douchette UV ou un système UV à travers du verre ou du plexiglas, ça n'aura aucune efficacité car ça ne laisse pas passer les UV. De plus, dans vos activités et dans vos locaux, il est quasiment impossible d'assurer qu'une source UV va bien atteindre toutes les zones à traiter. Exemple, on va peut-être pouvoir traiter le dessus de la banque d'accueil, mais le côté, le dessous de la table dans un restaurant, etc., qui aura été aussi touché par le client, on ne peut pas l'assurer. Et les robots, comme on l'a vu, les petits systèmes que vous posez dans une chambre ou dans une pièce, comme on l'a vu tout à l'heure, pareil, ils vont traiter, ils vont pouvoir éventuellement, je rajoute des conditions, éventuellement avoir une certaine efficacité sur la surface qui est directement en contact. Et on l'a vu, c'est à des distances proches de 3 cm. Mais les autres surfaces, non. Et en plus, souvent, ils sont très éloignés. Donc, c'est des systèmes très coûteux, vraiment que nous ne vous conseillons pas, à la fois pour leur inefficacité et leur dangerosité pour l'être humain. Oui, Jean-Denis, je rajouterai l'appareil qui était sur ta précédente diapositive. Va nettoyer l'élément qui est mis dedans, mais sur le Celui-ci. dessus, mais pas le dessous. Parce que le dessous, la conception de l'appareil, il faut faire attention, ça nettoie qu'un côté, pas tous les côtés. Exactement. Donc voilà, ça, si cet appareil-là est vendu, par exemple, pour nettoyer des cartes magnétiques pour entrer dans les chambres, selon la conception à l'intérieur, ça risque de nettoyer que le dessus et pas le dessous. OK. Donc, on va pouvoir passer à la suite et je vais te repasser la parole, Jean-Christophe, pour les Oui, dispositifs d'épuration d'air. effectivement, du coup, je garde la parole, effectivement. Donc là, nous allons passer maintenant à la technique des épurateurs d'air qui se font soit par catalyse, photocatalyse, plasma, ozonation, charbon actif, ionisation, etc., etc. Donc, il y en a plusieurs, effectivement. Alors, aujourd'hui, il n'y a aucune efficacité prouvée. Il y a une étude de l'ANSES publiée en septembre 2017 a conclu que, quelles que soient les méthodes mises en œuvre dans ce type d'appareil, aucun ne pouvait revendiquer une efficacité prouvée en termes de désinfection des locaux. Voilà, ça c'est le premier point. D'autre part, certains de ces appareils sont susceptibles de provoquer l'apparition de polluants dits secondaires potentiellement dangereux pour la santé en réagissant avec les COV, donc des composés organiques volatiles qui sont déjà présents dans les locaux. Que ça soit la chambre ou la cuisine, dans la cuisine, il peut y avoir des particules grasses qui voltigent un peu de partout, hein, si la ventilation n'est pas bien faite. Voilà, donc les appareils, les épurateurs d'air n'ont pas aujourd'hui d'efficacité avérée.
Et la problématique, c'est qu'en plus, ça peut avoir une réaction avec les COV. Donc les appareils qui émettent des UV peuvent également, provoquer la formation, d'ozone. Voilà, et cette étude, en 2017 a été confirmée, en 2020, qui est arrivée, qui a donné les mêmes, conclusions, je dirais. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que, donc comme on vient de dire, ça fonctionne pas et que c'est inutile. L'aération suffit en conditions normales d'utilisation. Il suffit, effectivement, et d'ailleurs c'est très bien dit, dans la brochure INRS, ED 149. Alors je ne sais pas s'il y a le lien qui apparaît quelque part, mais c'est une brochure sur la ventilation, chauffage et climatisation. Quelles précautions prendre contre la Covid-19? C'est 2 pages recto verso, elle se lit très bien et tout est très bien dit. L'aération suffit, il suffit, d'aérer, pendant 15 minutes, toutes les 3 heures le local pour que l'assainissement soit fait. Voilà, à noter également que dans les chambres d'hôtel, ça peut être dangereux comme c'est déjà dit, par le dégagement de polluants secondaires. Or ça, pourquoi c'est dangereux? Parce que certaines personnes, clients ou d'ailleurs, salariés peuvent être sensibles à ces polluants secondaires et avoir des problèmes respiratoires, comme l'asthme. Les épurateurs par extraction d'air, donc là, ce sont des épurateurs donc qui fonctionnent par, aspiration de l'air. Ils aspirent l'air dans un local et le rejettent dans le même local après traitement. Heu, donc bien sûr que ça ne se substitue pas aux apports d'air extérieur, hein. Là, il y a pas de renouvellement d'air. Donc l'efficacité, elle a été prouvée en laboratoire uniquement. Il y a eu 2 études sérieuses qui ont été publiées et qui aboutissent aux conclusions suivantes. Donc ça doit venir forcément en complément de l'aération des locaux, puisque ça ne fait que prendre l'air à l'intérieur et le rejeter à l'intérieur. Il n'y a pas d'air neuf qui rentre. Il doit y avoir plusieurs petits appareils répartis dans une pièce pour améliorer la répartition des flux d'air et et pour casser finalement les vitesses d'air, hein. Il ne faut pas qu'il y ait d'obstacles entre les appareils et les sources potentielles d'émission des virus, hein, pour éviter de générer des perturbations. Il ne faut pas générer de flux d'air déplaçant le virus depuis une personne vers une autre, au risque de transporter le virus d'une à l'autre. Et les appareils doivent être positionnés à une hauteur suffisante pour pouvoir capter les aérosols, notamment les gouttelettes, qui sont lourdes et qui retombent au sol. Voilà, donc il faut que ça soit correctement positionné pour les capter, au bon moment. Voilà, donc c'est une utilisation très compliquée et qui pour nous, CARSAT, est inadaptée dans une salle de restaurant ou dans un hall d'hôtel, voire dans une chambre, mais surtout, salle de restaurant ou, hall d'hôtel où il y a beaucoup de déplacements de personnes, et les interférences peuvent être nombreuses. Notamment dans une cuisine, il y a des tas d'éléments, qui sont en place, la hotte, la structure de la hotte, les éléments de cuisson. Dans une cuisine, ça bouge beaucoup, hein, surtout les grandes cuisines où il y a des brigades. Donc voilà, c'est tout ça pour dire que ce n'est pas quelque chose qui est adapté à l'objectif, visé. Alors, excusez-moi, mais j'ai un problème avec ma souris, voilà. Donc je le répète, la ED 149 de l'INRS reprend, très bien ce qu'il faut faire pour la ventilation. Ensuite, sur cette diapositive, je dirais, quelque chose de plus exotique, les revêtements aux ondes d'argent. Alors ça, ce sont des surfaces, comme par exemple des poignées de porte,
ou pourquoi pas, on l'a vu aussi, des tables de restaurant qui seraient recouverts de ces revêtements aux ions d'argent. Alors là, autant vous dire que l'efficacité virucide, elle est totalement inconnue, hein. Par contre, les fournisseurs de ces revêtements mettent en avant des propriétés actives face aux microbes, et bactéries, OK, mais pas les virus. Donc ce n'est pas un désinfectant, non, pas du tout, hein, quand le virus, il se pose dessus, la poignée ou la table, il n'est pas automatiquement tué, ça c'est faux. Alors ça peut ralentir la prolifération des cellules vivantes, OK, comme les bactéries et les microbes, mais aucune efficacité, avérée pour, le SARS-CoV-2. Voilà, donc comment ils en sont arrivés à ces conclusions? Quelles sont les études en situation réelle? On n'a pas d'éléments, à ce jour. Voilà, donc ça pour nous, c'est une solution tout à fait exotique et ça ne peut pas marcher. Voilà, je laisse qui va terminer le diaporama Oui, et donc sur, cette on va vas-y. continuer et on va finir sur des touches, effectivement, tu l'as dit, peut-être un peu plus, enfin que l'on retrouve, mais qui sont vraiment très particulières, voire bizarres. Voilà. Donc on a vu aussi, et donc on a mis quelques photos, hein, des tunnels de décontamination. Bon, autant vous dire que c'est impossible. Alors ça peut paraître rassurant pour les personnes qui vont rentrer dans le salon là, que vous voyez sur la photo, mais non, c'est pas possible de décontaminer les personnes. On l'a bien vu, le virus qui nous ennuie là, il est respiratoire. Donc dans tous les cas, et ça marcherait aussi pareil pour tous les autres virus, hein, c'est impossible. On ne va pas pouvoir, et qui plus est avec des dispositifs d'épuration d'air comme on a dans ce tunnel, pouvoir éliminer les infecter en fait cette personne qui va rentrer dans le tunnel, hein. Donc derrière, elle va ressortir de ce tunnel, elle va peut-être enlever son masque, postillonner sur ses mains ou porter ses mains à sa bouche, réinfecter ses mains, retoucher des surfaces, etc., etc. Puis vous voyez bien le processus qui recommence. Donc bien entendu, c'est impossible. Donc inutile d'acheter ce type d'équipement qui a aucune utilité et qui n'est même pas rassurant, bien au contraire, parce on peut de ce fait douter de la connaissance par l'organisateur de ce salon, de sa connaissance sur les virus et donc sur les gestes barrières et les mesures qu'il aura mis à disposition des personnes à l'intérieur pour se protéger ou prévenir le virus. D'autant plus que c'est dangereux, comme ça a été dit précédemment, selon la sensibilité des personnes aux produits qui vont être pulvérisés ou diffusés à l'intérieur de ce tunnel. On voit aussi apparaître sur des sites marchands très connus les colliers aux ions négatifs. Alors ça coûte moins cher, hein, c'est pas très cher effectivement. Bon, preuve scientifique, aujourd'hui on n'en a pas. Les conditions de test, on n'en a pas non plus. Alors ça aurait un impact cité comme biostimulation en fait de notre organisme, hein, dans ce sens où il pourrait favoriser le tonus, la baisse de la fatigue. Alors, c'est des techniques de médecine alternative, hein, peut-être. Voilà. Bon, si c'était scientifiquement prouvé contre le Covid-19, enfin contre la Covid-19 et le SARS-CoV-2, je pense qu'on aurait tous ce type de collier autour du cou depuis très longtemps et on ne serait plus embêtés et on serait tous en activité pleine et entière. Voilà. Donc, aucune efficacité et encore moins aucune efficacité prouvée. Voilà. Vous pourrez retrouver, alors je ne sais pas effectivement si je peux le faire comme ça, je vais essayer. On essaiera à la fin, ça sera plus sûr. Je ne veux pas me tromper. Voilà. Je vous donnerai les éléments sur les documents dont on a parlé. Donc, en conclusion, effectivement, les solutions les plus efficaces, comme on a pu le dire tout au long de la présentation, c'est vos techniques et les produits habituels, les produits lessiviels, les produits de nettoyage courant que vous utilisez, les solutions classiques. Les désinfectants en complément, effectivement, dans certains cas, dans certains types de locaux, les halls d'accueil, pourquoi pas certaines chambres,
dans la cuisine, dans les restaurants, mais ces produits doivent bien répondre à la norme NFEN 14476. On a vu tout à l'heure dans le chat d'autres types de normes, la norme NF 12276 ou 1276 qui a été citée. Attention, non, ce n'est pas celle-ci qu'il faut pour traiter les virus, c'est bien celle-ci, c'est la norme NFEN 14476. Bien aérer régulièrement les locaux, 3 fois par jour, pendant 15 minutes minimum. D'autres solutions possibles existent, oui, et que l'on peut mettre en œuvre. Les nettoyeurs vapeur, là aussi, en respectant bien les conditions strictes d'utilisation et respect de la norme NFT 72-110. Voilà. Et aussi, demander en fait cette assurance du respect de la norme aux fournisseurs et vérifier qu'ils sont bien passés par un laboratoire accrédité dont on peut trouver les listes sur le net, très facilement. Voilà, on en a fini donc pour la présentation. On a eu pas mal de questions dans le chat, on en a peut-être d'autres encore. Je vais essayer de vous présenter alors les documents téléchargeables. Alors, j'y arrive pas. Pourquoi j'y arrive pas? Bon. Eh bien, je n'y arrive pas. Si, là, peut-être. Non, je n'arrive pas à les ouvrir. Voilà. Donc, l'AED 149 dont on vous a parlé tout à l'heure, chauffage, climatisation, qui vous permettra d'avoir pas mal d'éléments de compléments sur ce qui a été dit. Les filtres HEPA, donc haute efficacité, H13, sont des filtres qui seront utiles aussi pour vos dispositifs de climatisation interne. Je pense que l'ensemble des services techniques ont depuis pas mal de temps ces infos. Une information aussi sur les piscines, donc par les ARS, on n'a pas parlé des piscines, mais de par en fait l'aspect chloré en fait de l'eau des piscines, l'eau des piscines n'est pas un lieu aujourd'hui propice pour la survie et le développement des virus. Voilà, surtout les virus qui possèdent une enveloppe, comme celle des coronavirus, qui sont très fragiles. Voilà. Alors, on va vous passer la parole et est-ce que donc on a d'autres questions? À vous, Cognac G, comme je dirais. Alors, on a une question peut-être pour Isabelle, si tu nous entends toujours. Une question très précise là, qui fait appel à des connaissances un peu plus expertes de chimie. Un acide hypochloreux. Oui, bonjour. Alors, l'acide hypochloreux, c'est un acide qui est assez instable. Je sais qu'il existe des dispositifs capables d'en générer. Tout ce qui va générer du chlore libre va être efficace à partir du moment où on atteindra les 0,1% de chlore libre dans la solution. Donc en fait, la question qu'il faut se poser, c'est le dispositif, que ce soit de l'hypochlorite ou de l'acide hypochloreux, est-ce que ce dispositif permet d'atteindre la bonne concentration en chlore libre? C'est cette donnée-là qui va permettre de savoir si c'est efficace ou pas. Tant que j'ai la parole, donc j'ai vu qu'il y avait des questions aussi. Il y a une question aussi concernant le procédé pilote par rapport aux films qui sont appliqués sur les surfaces. C'est un dispositif qui a été... ce sont des films en fait. La théorie, c'est il y a des billes de céramique qui interagissent avec en particulier l'humidité de l'air. Et l'objectif de ces films qui sont mis sur les surfaces, c'est donc d'inactiver les bactéries et les virus lorsqu'elles se déposent sur cette surface. Quel que soit le dispositif que l'on vous propose, que ce soit des films aux ions d'argent, aux billes de céramique, à la poudre de je ne sais pas quoi, vous devez systématiquement demander au fournisseur qui vous propose ce dispositif
les certificats délivrés par des laboratoires accrédités selon les normes adéquates. La France, l'Europe et la France sont des pays où les normes sont très présentes. Et là, pour le coup, dans le cas du Covid, c'est extrêmement utile parce que ça nous permet d'avoir des référentiels qui nous permettent de nous assurer de l'efficacité de ces produits qui vous sont proposés. Ça marche aussi bien pour les films à poser sur les surfaces que pour les produits désinfectants, que pour des dispositifs comme de délivrance, par exemple, de l'eau ozonée. Plusieurs fournisseurs vont vous dire on est en capacité de vous fournir un certificat de laboratoire accrédité sur l'efficacité de l'eau ozonée de notre dispositif, mais lorsqu'elle est produite. Donc il faut aussi bien s'attacher aux conditions qui ont été utilisées. Dès qu'on passe sur des dispositifs un peu plus exotiques, pour reprendre le terme de mes collègues, comme les films, les épurateurs d'air, posez-vous toujours la question, est-ce que les tests qui sont faits dans les laboratoires correspondent à l'utilisation que moi, je vais faire de ce produit dans mon activité? Est-ce qu'un film qui promet une efficacité désinfectante vis-à-vis des bactéries et des virus dans les conditions de laboratoire va être touché pendant une durée de temps, par un nombre de personnes représentatif des conditions du laboratoire? Pour les épurateurs d'air, c'est exactement la même chose. Pour les épurateurs d'air, tous les fournisseurs vous diront qu'un système équipé d'un filtre H13 fonctionne très bien sur les virus, et c'est vrai. C'est vrai, et en laboratoire, on a d'excellents résultats. C'est ce qui est utilisé pour les blocs opératoires, pour les salles blanches. Juste, ce qu'ils oublient de vous dire, c'est que les tests en laboratoire, les salles blanches ou les blocs opératoires, ce sont des boîtes hermétiques fermées avec un contrôle total des entrées et des sorties d'air. En gros, ça n'a rien à voir avec ce qui peut se passer dans un commerce, dans un hôtel, dans une salle de restaurant, où vous n'avez absolument pas la maîtrise ni des entrées ni des sorties d'air. Donc, posez-vous toujours la question, est-ce que, d'abord, ce produit a vraiment été testé par des laboratoires sérieux? Et s'il a effectivement été testé, est-ce que ces tests correspondent à l'utilisation que moi je vais faire du produit? Alors c'est vrai que c'est un petit peu compliqué quand on n'y connaît rien ou très peu, mais avant d'investir des sommes importantes, il faut vraiment aller jusqu'au bout de la démarche pour sélectionner le matériel que vous allez acheter. Je vois une question sur les procédés utilisant le peroxyde d'hydrogène. Alors, je suppose qu'il s'agit des procédés qui diffusent du peroxyde d'hydrogène à très faible concentration dans l'atmosphère. Alors, toujours pareil, ces dispositifs, il existe une norme qui permet de tester l'efficacité des dispositifs diffusant des produits chimiques dans l'air pour savoir si ces dispositifs permettent d'obtenir la désinfection des surfaces. Ce que je peux vous dire, c'est que la concentration efficace du peroxyde d'hydrogène sur le virus, c'est 0,5%. Si vous balancez 0,5% de peroxyde d'hydrogène dans l'atmosphère, vous ne restez pas dans la pièce. Donc, ces dispositifs généralement diffusent des quantités extrêmement faibles de peroxyde d'hydrogène avec des niveaux d'efficacité qui sont extrêmement discutables. Donc, si ce sont des dispositifs pour vaporiser du peroxyde d'hydrogène dans l'air, nous, on ne vous dira pas que ça marche. Honnêtement, il n'y a aucune preuve que ça fonctionne. Si c'est pour pulvériser le peroxyde d'hydrogène sur une surface, on retombe sur un produit désinfectant classique. Donc, si vous avez la bonne concentration, ça marchera. Mais s'il s'agit d'émettre le peroxyde dans l'air,
honnêtement, ça ne sert à rien. Stérilisation de l'air par Rentokil. Alors, je ne connais pas le système, mais alors par contre, le concept de stériliser l'air ne peut être utile et efficace que si votre volume d'air est clos. Je reprends mon exemple de la boîte hermétique. Si vous avez une boîte, une pièce bien fermée, vous stérilisez l'air, vous supprimez le virus. OK. Mais dès que vous allez rouvrir cette pièce, vous allez faire entrer de l'air neuf, vous allez avoir des gens qui vont y pénétrer, vous allez peut-être avoir du virus qui va réintégrer la pièce. Et désinfecter l'air en permanence, c'est impossible. Pas dans une pièce, pas dans des locaux qui sont ouverts avec des entrées et des sorties. On ne peut pas désinfecter l'air, sauf à être dans un milieu totalement clos, avec des entrées d'air filtrées avec des filtres très haute efficacité. Donc, il y a beaucoup de fournisseurs qui vont vous proposer des dispositifs en vous disant on fait du préventif, on vous permet de traiter votre air en permanence de façon à baisser la charge virale. En fait, on n'en sait rien. La charge virale que vous avez peut-être dans vos établissements est inconnue. La dose minimale infectante, on n'en connaît pas. Qu'est-ce que ces dispositifs vont réellement éliminer dans l'air? On n'en sait rien parce que d'un établissement à l'autre, ce sera différent. Dans un petit restaurant avec un petit volume et dans un hôtel-restaurant avec de très gros volumes, l'efficacité de ces dispositifs sera totalement différente. Donc, plutôt que de vous lancer dans des investissements sur lesquels l'efficacité ne sera pas possible à connaître, partez plutôt sur des procédures, sur des produits, sur des vraiment sur des systèmes qui ont fait leurs preuves et qui vous permettent d'être certain d'avoir un milieu de travail et un milieu pour vos clients qui soit sain, non seulement au niveau du virus, mais aussi sans venir leur rajouter des produits secondaires qui pourraient poser problème pour la santé. Alors, je vais reprendre un peu les questions qui avaient été posées au début. Au tout début, il y avait, oui, une question sur le log de 2 par rapport aux 99%. Oui, log de 2 et log de 4, hein, c'est voilà. ça. Il y avait une question pertinente sur le sujet là, oui. Ça, c'est des maths pur jus. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer comme ça. Retenez simplement que pour qu'un produit virucide donc, passe la norme, la 14476, soit on vous dit il y a 99,99% d'efficacité, soit on vous dit il y a une efficacité de 4 logs d'abattement. Ça, les 4 logs d'abattement, ce sont les termes de la norme. C'est ce qui figure quand on vous fournit un rapport d'efficacité d'un produit. Le rapport du laboratoire accrédité stipule ces 4 logs d'abattement au minimum. C'est cette condition qui doit être remplie. Et effectivement, 99,99%, ça correspond à 4 logs et pas à 2 logs. Mais ça, c'est vraiment des maths de chez maths, quoi. Oui, c'est pas en lien avec le nombre de 9 après la virgule. Non, voilà. Ensuite, il y avait eu donc voilà la question sur les nettoyeurs vapeur. Oui, les nettoyeurs Effectivement, vapeur. voilà, l'INRS avait lancé une petite alerte. Soyez très très vigilants sur les conditions d'utilisation. Il faut bien respecter les préconisations de votre fournisseur. Oui. Et en termes de fournisseurs, après, il y avait des questions aussi sur les fournisseurs. Alors, il en existe plusieurs. On en a cité 2 tout à l'heure, hein, pour pas n'en citer qu'un non plus, mais il en existe plusieurs. Sanivap a été cité là tout à l'heure dans le chat. Donc oui, a priori, il répond à la norme NFT 7210. On le répète, vérifiez bien en fait effectivement comment ils ont obtenu cette norme, dans quel type d'utilisation, dans quelles conditions
Voilà. Et une question qui est tout au bas aussi du chat, est-ce que le fournisseur doit pouvoir fournir les protocoles d'utilisation? Oui, hein, il doit pouvoir vous donner les conditions d'utilisation de son matériel pour répondre à l'efficacité que vous souhaitez. Voilà. Après, je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions. Il y avait des questions sur les laboratoires accrédités auxquels, Oui, donc Isabelle, voilà. tu as apporté une réponse. Hein, voilà, c'est sur le site du COFRAC. Hein. Voilà, donc on trouve ça effectivement assez facilement. Voilà, puis d'autres produits effectivement qui fonctionnent bien, mais il faut être aux bonnes concentrations, les concentrations qui vous ont été données dans la présentation et dans le support. Hein. Ensuite, moi, ce que je voudrais vous préciser, c'est que si vous êtes sollicité par des fournisseurs, si vous envisagez un investissement, un remplacement de produits de désinfection, etc., que vous avez des questions, que vous avez des doutes, n'hésitez pas à nous contacter. Oui. Moi, je suis en lien permanent avec l'équipe du pôle risque bio de l'INRS. Donc, si nous, en CARSAT Sud-Est, on n'a pas la réponse à votre question, elle sera instantanément transmise au pôle bio de l'INRS qui, si nécessaire, nous fera l'étude bibliographique, la recherche, etc. On fonctionne comme ça depuis plus d'1 an. Ça fonctionne, c'est efficace. On a accès à toutes les données bibliographiques internationales. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter sur toutes ces questions. Il vaut mieux passer un jour ou deux à attendre une réponse que de dépenser de l'argent pour un truc qui, au final, sera inefficace, voire dangereux. Oui, tout à fait. Effectivement, Isabelle, c'est une bonne précision. Donc, n'hésitez pas donc, vers Isabelle en direct à la CARSA du Sud-Est ou via plus facilement peut-être pour vous, établissement, de revenir vers les représentants CARSAT, donc ingénieurs conseils ou contrôleurs de sécurité des différents départements de notre région, de nos 2 régions, hein, PACA Sud et Corse, hein, de revenir en fait vers les différents intervenants que nous sommes et nous nous mettrons ensuite en lien avec le laboratoire et l'INRS, comme l'a précisé très justement Isabelle. Voilà, profitez de cette expertise qui est à votre disposition avant de vous lancer dans des investissements parfois très lourds et malheureusement inefficaces. Voilà. Je crois qu'on a répondu à l'ensemble des questions. Il est temps donc pour nous de vous remercier pour votre participation, pour vos réponses, pour vos questions. Nous espérons avoir répondu à votre attente et nous restons bien entendu à votre écoute, à votre disposition avec l'ensemble des collègues et particulièrement sur ces sujets avec Isabelle Lacassagne et Jean-Christophe Solari qui m'ont accompagné pendant ce webinaire et cette présentation. Voilà. Merci à toutes et à tous. Merci à vous. Vous pourrez retrouver donc tous les documents en fait qui ont été cités dans la partie téléchargement en haut à droite sur le petit bandeau que vous avez là sur le site Webikeo. Voilà. Merci encore à toutes et à tous. À bientôt. Très belle saison. Bonne réouverture pour ceux qui sont dedans. Voilà. Et bonne montée en activité pour tous et en sécurité à la fois pour vos clients, mais bien entendu pour nous aussi, c'est primordial pour l'ensemble de vos collaborateurs. Voilà. Très bien. Merci à tous. Merci à toutes. À bientôt. Au revoir. Au revoir.